Est-ce que vous aussi, vous avez des films que vous êtes toujours prêt à revoir si vous tombez dessus? Pas parce qu'ils sont excellents, mais parce que vous avez toujours un peu envie de leur redonner une chance. Parce que pour moi, iRobot avec Will Smith, c'est vraiment ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas un truc qui vous gêne dans ce film? Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il manque des choses et qu'on se fout un peu de vous? Parce que pour moi, oui, et je vais vous expliquer pourquoi c'est un peu une arnaque ce film. Salut, c'est Geoffrey et je peux vous assurer que j'ai toujours eu envie d'aimer ce film iRobot. C'était le cas quand je suis allé le voir au cinéma en juillet 2004 et même chose à chaque fois que je l'ai revu depuis. Parce qu'à chaque fois je me redis la même chose, ce film c'était quand même une belle promesse. C'était même une triple belle promesse. La première, c'est une adaptation du génial écrivain Isaac Asimov, l'un des auteurs les plus importants de la science-fiction, bien connu pour son cultissime cycle des robots et sa fantastique saga Fondation que Apple TV essaye actuellement d'adapter pour prouver que c'est possible. Pour moi, ça prouve au contraire que c'est impossible, mais c'est un autre sujet. Asimov a beau être un écrivain majeur, il a rarement été adapté, malgré quelques tentatives comme L'homme bicentenaire avec Robin Williams, donc iRobot avait quelque chose d'exceptionnel pour les fans de SF. La deuxième promesse, iRobot est réalisé par Alex Proyas, qui à l'époque avait fait The Crow et Dark City. Et pour les gens comme moi qui ont grandi en regardant en boucle Dark City, il y avait de quoi rêver. Et enfin, iRobot, c'est un pur blockbuster. On a Will Smith, donc on a un gros budget, donc ils avaient les moyens de leurs ambitions. Avec ces trois éléments, on était un peu sur un alignement parfait des étoiles. Mais vous vous doutez bien que si j'en parle comme ça en faisant cette tronche, c'est que la réalité était bien moins jolie. En fait, j'irais même jusqu'à dire que cette triple promesse cache un triple mensonge, voire une triple arnaque. Et je vous préviens, je pense que plus je vais avancer dans cette vidéo et plus je serai blasé, parce que je crois que cette affaire est encore une illustration un peu trop parfaite du foutage de gueule hollywoodien. Alors commençons par le premier mensonge qui est probablement le pire, iRobot n'a à peu près rien à voir avec Isaac Asimov. D'où la mention générique suggérée par le livre d'Isaac Asimov, pas adapté, pas inspiré, suggéré. Alors je sais pas vous, mais je crois que j'ai rarement vu un crédit aussi fumeux dans un générique de film. Et quand on enquête sur les coulisses, en fait on comprend que c'est vraiment une grosse blague. Parce que ce projet n'avait rien à voir avec Asimov, et ça a été forcé par le studio au dernier moment pour les pires raisons. Au tout début, iRobot n'était pas du tout un gros film d'action avec des robots qui se révoltent dans une grande métropole futuriste, c'était un petit film d'enquête, en huis clos, à la Agatha Christie, qui s'appelait Hardwired, ce qui renvoie à l'idée de quelque chose de connecté, de câblé. C'est Jeff Vintar qui a écrit ça en 1994, et c'était ce qu'on appelle un scénario spéculatif, c'est-à-dire un scénario écrit par quelqu'un dans son coin, sans que ce soit une commande de studio. C'est souvent comme ça que les scénaristes se font la main en espérant attirer l'attention. Pour Jeff Vintar, ça a marché. Il a vendu Hardwired à Disney en 1995. Et à l'époque, c'était donc la simple et modeste histoire d'un détective qui était déjà nommé Dale Spooner et qui était appelé sur les lieux du crime par l'hologramme de la victime. Et il devait résoudre une sacrée énigme où les suspects étaient des robots, des cyborgs, des ordinateurs et des hologrammes. C'était quasiment le seul humain de l'histoire et tout se passait dans un seul décor, sur un seul étage d'un immeuble futuriste. Alors comment on est passé de ce petit film d'enquête à un blockbuster où Will Smith sauve le monde grâce à un bras bionique face à une armée de robots vénères? Ça s'est fait en plusieurs étapes. Déjà à l'époque, au milieu des années 90, Disney a engagé un réalisateur qui avait la cote, Bryan Singer. Alors c'était avant X-Men, au moment du succès phénoménal du film Usual Suspects. Et le scénariste Jeff Vintar explique que Disney avait du mal à accepter la nature quasi théâtrale de l'histoire. C'était en gros un détective enfermé dans un immeuble qui parle certes à des robots, des cyborgs et des ordinateurs dans un décor de SF, mais peu importe, il passait son temps à parler. Et ça, c'était pas forcément très sexy pour un studio qui pense que le public est juste une bande de veaux qui cherchent des explosions, des fusillades ou des courses-poursuites. C'est là que le projet a connu une première métamorphose quand ils ont décidé de déplacer toute l'action dans une station spatiale. C'était au départ pour justifier le fait que les personnages restaient enfermés, et Jeff Vintar a écrit plusieurs versions dans ce décor spatial, mais évidemment, ça a vite tourné au grand n'importe quoi. À la sortie du film iRobot, le scénariste racontait ce qui s'était passé lors d'une interview passionnante avec Screenwriters Utopia. Il disait qu'en quelques années, son projet était devenu un énorme bordel qui faisait de la peine à voir. Disney avait transformé ça en grosse série B, le détective était devenu un groupe de soldats, et à la place des robots, on avait un gros monstre qu'il fallait retrouver et tuer sur la station spatiale. Alors vous allez me dire que vous comprenez pas pourquoi Disney avait acheté le scénario pour le transformer à ce point, et vous avez raison, ça n'a aucun sens. Donc le projet a commencé à être abandonné. Mais un autre studio est entré dans la danse pour sauver la situation. En 1999, la Fox avait envie de faire un film autour de robots. Ils ont donc mis la main sur Hardwired, la version d'origine, c'est-à-dire avec un détective et sans gros monstres. Et là, tout est reparti à zéro. Ils ont ramené le scénariste d'origine Jeff Vintar pour qu'il retravaille l'histoire pendant plusieurs semaines auprès du réalisateur Alex Proyas au printemps 2000, avec le même objectif que Disney initialement. Comment transformer ce petit film d'enquête en gros film de studio. Mais cette fois, ils ont rapidement trouvé la clé pour tout débloquer sans partir en vrille.
placer l'action dans une métropole futuriste, d'où ce Chicago de 2035. Alors là, vous allez me dire que vous voyez toujours pas le rapport avec Asimov, et c'est normal parce que ça c'est arrivé encore après. Le scénariste l'ignorait, mais à l'époque, le studio Fox cherchait en parallèle à mettre la main sur les droits d'adaptation des Robots, le recueil de nouvelles de l'écrivain. Comme beaucoup de gens avaient essayé de le faire avant eux, ils devaient pas trop y croire et se disaient sûrement qu'ils feraient leur film de robots dans tous les cas, sauf qu'ils ont finalement réussi. Donc ils se sont retrouvés avec les droits d'adaptation et un projet autour de robots quasiment prêt à être tourné. Et vous savez ce qu'ils ont fait ? Ils ont évidemment décidé de mélanger les deux et ont demandé à l'équipe de transformer le film en une espèce de première adaptation d'Asimov et d'introduction à son monde. Le plus drôle là-dedans, c'est que Alex Proyas raconte que pendant qu'il travaillait sur Hardwired pour la Fox, une autre division du studio l'a appelé pour lui proposer un film adapté d'Asimov maintenant qu'ils avaient les droits. Bref, tous ces gens, apparemment très doués pour communiquer, ont fini par essayer de fusionner les deux projets. Première étape, changer le titre. Hardwired est devenu iRobot. Deuxième étape, mettre quelques références histoire d'eux. Donc le personnage féminin principal qui s'appelait Flynn et travaillait pour la sécurité de l'immeuble est devenu Suzanne Calvin, une scientifique portant le même nom que dans les nouvelles. Sauf que chez Asimov, c'était une femme de 80 ans, mais là, elle a une trentaine d'années parce qu'on est à Hollywood, donc les gens doivent être beaux et jeunes. Ils ont aussi changé le nom de la compagnie et c'est là que les fameuses 3 lois de la robotique ont été ajoutées dans l'intrigue. Alors moi je rigole parce que je trouve ce bricolage hallucinant, mais le scénariste Jeff Vintar l'a plutôt bien vécu, parce que pour lui c'était même assez naturel, son scénario était déjà sous forte inspiration d'Asimov, avec son histoire de cadavres retrouvés dans une pièce fermée entourée de machines. C'est une enquête tordue construite sur un mystère, exactement comme les histoires d'Asimov dans le recueil de nouvelles Les Robots. L'écrivain joue avec les règles de son univers peuplé de robots censés être simples à comprendre et contrôler. Donc en gros on était moins sur une adaptation du grand écrivain que sur un « oh tiens on a écrit un truc qui n'était pas réellement inspiré par Asimov mais on va faire comme si parce que on a les droits ». C'est pas vraiment une base de travail idéale et c'est la plus grande déception du film pour moi. Asimov, c'est juste une étiquette qui a été collée vite fait sur le film. Parce que c'est une histoire de SF désespérément plate sinon, qui ne raconte rien d'un tant soit peu original sur les robots et le rapport des humains aux machines. Ce qui est franchement triste, puisque c'est associé à Asimov. La révélation finale avec ce super ordinateur qui exécute tellement bien sa mission qu'il se retourne contre les humains, parce qu'on s'autodétruit, qu'on se fait du mal à nous et à la planète, et peut-être que pour y remédier, il faut grignoter sur nos libertés, tuer quelques personnes. Tout ça, c'est quand même super facile, on a vu ça 1000 fois dans la science-fiction, et là, c'est vraiment traité à toute vitesse. Donc bref, si on aime la science-fiction, iRobot, c'est vraiment paresseux, et c'est un peu honteux qu'ils aient osé coller le mot Asimov au générique. Alors maintenant que j'ai dit ça, on peut passer à une autre facette du problème, Will Smith. Faut savoir qu'un acteur comme lui, ça vient avec son lot de complications. Alors certes, d'un côté, ça permet à des projets de se faire, donc tout le monde court après les acteurs et actrices de ce calibre. Le studio avait essayé de se payer Denzel Washington qui avait refusé, mais Will Smith, c'était pas mal aussi, parce qu'en 2004, c'était un peu le roi du pétrole. Il sortait de Man in Black 2 et Bad Boys 2, il avait été nommé aux Oscars pour Ali de Michael Mann, donc le désastre de Wild Wild West semblait loin, et c'était l'un des acteurs les plus puissants. Donc quand il s'est sérieusement intéressé à iRobot, le studio avait évidemment envie de se plier en 4 pour le charmer, ce qui voulait dire investir dans une réécriture pour le satisfaire et le faire officiellement signer. Ils ont donc embauché le scénariste Akiva Goldsman, dont le CV faisait pourtant un peu peur, puisqu'il avait travaillé sur Batman Forever et Batman et Robin, et la méga bouse perdue dans l'espace. Mais il s'était aussi payé un beau ravalement de façade à Hollywood avec le scénario d'un homme d'exception pour lequel il a reçu l'Oscar du meilleur scénario adapté. Et iRobot fut le début d'une collaboration solide entre les deux hommes puisque Akiva Goldsman a ensuite coécrit Je suis une légende qui a été un énorme carton en 2007 et Will Smith a joué dans le premier film réalisé par le scénariste. Et pardon, mais je suis obligé de faire une pause pour parler de ce machin insensé. Ça s'appelle Un amour d'hiver, c'est absolument affreux de nullité. Et Will Smith joue Lucifer. Ça a été un énorme bid en 2014, si vous ne l'avez pas vu je vous conseille de l'éviter, mais je suis sûr que vous allez vouloir vous y risquer et vous avez bien raison, mais je vous aurais prévenu. En tout cas, quand Akiva Goldsman a été engagé pour peaufiner iRobot, l'objectif était clair, en faire un bon gros film d'action ou plutôt un bon gros Will Smith movie. Je ne l'invente pas, c'est exactement comme ça qu'en parle le scénariste d'origine, Jeff Vintar. Il fallait transformer le film de robot en film avec Will Smith, et ça passait notamment par une bonne grosse dose de blagounettes et d'action. Sugar? Ah. Oh, you thought I was calling you sugar. Hey, you're not that rich. Alors concrètement, qu'est-ce qui a changé ? Jeff Vintar a parfaitement résumé les choses. Dans son scénario d'origine, il y avait une scène où le robot Sony se cachait parmi d'autres robots dans un hangar. C'était une idée directement inspirée par la nouvelle d'Asimov, Le petit robot perdu, et visuellement elle avait toujours été un peu risquée parce que montrer autant de robots, ça demande un certain budget. Donc il y avait eu beaucoup de débats sur la faisabilité de cette scène. Résultat, à l'origine, Sony se cachait parmi 50 robots. Et vous vous souvenez sûrement de la scène qu'on a au final dans le film iRobot, il y a 1000 robots. Combien ?
Le scénariste avait défendu sa scène à 50 robots tandis qu'on lui disait que c'était peut-être un peu beaucoup et un peu trop cher. Et quand Will Smith est arrivé, paf, ils sont passés à 1000 robots, le problème était réglé. Jeff Vintar parlait de l'effet Will Smith. La présence de l'acteur a complètement déplacé les débats. Le studio a aussi changé l'ordinateur central coupable des crimes. À l'origine, c'était un robot avec un grand sourire et appelé Hector, et c'est devenu une IA avec une apparence et une voix féminine nommée Vicky, ce que Jeff Vintar détestait. Bref, en gros, c'est là que le récit a profondément changé. L'enquête en huis clos est devenue un récit d'apocalypse et de héros qui doit sauver le monde comme d'habitude. Donc voilà, ça c'est la deuxième déception. C'est pas un film d'Alex Proyas, c'est vraiment un film de studio et le budget d'une centaine de millions de dollars a vite apporté son lot de conneries et contraintes. Quand on voit iRobot d'ailleurs, c'est assez simple d'imaginer ce qui a été modifié pour le transformer en blockbuster. Il y a notamment un moment que je trouve incroyable de conneries, c'est la destruction de la maison du docteur Lanning. Vous savez, c'est ce moment où un énorme robot de destruction est reprogrammé pour raser la baraque pendant que le héros s'y trouve. Alors je sais pas vous, mais moi j'arrive vraiment bien à imaginer les producteurs qui se sont dit que ce serait bien d'avoir une scène avec un gros robot qui détruit une grosse baraque et Will Smith qui doit s'enfuir. J'ai l'impression de pouvoir les entendre demander au scénariste d'ajouter ça au forceps, d'où ce moment lunaire où Will Smith s'enfuit en faisant un peu de surf sur une porte avec un chat dans les bras parce que c'est un héros quand même. Alors le plus drôle là-dedans, c'est que la scène est tellement stupide que le robot s'arrête avant d'avoir entièrement détruit la maison à la fin. On voit bien qu'il reste des murs encore debout. Toujours debout. On pourrait aussi revenir sur les placements de produits hilarants d'iRobot, autre symptôme du pur blockbuster. Je parle évidemment de ces foutus Converse qui rejoignent les canettes Pepsi de World War Z avec Brad Pitt au rayon des pires placements de produits. Alors vraiment, je vous invite à revoir le film rien que pour la scène d'intro, parce qu'en fait, c'est pas juste une pub pour Converse, c'est une pub pour Will Smith. Ses beaux pectoraux, ses belles cuisses, son beau cul, et ensuite il ouvre sa boîte de Converse, on voit bien la marque, on voit bien les lacets, et on voit bien Will Smith qui dit qu'elles sont sacrément belles. Et le film a commencé depuis 3 minutes environ, donc la première réplique du héros est dédiée à vanter la beauté des Converse. Quand il sort dans la rue, paf, il y a un robot FedEx que le scénariste Akiva Goldsman a défendu en disant que ce n'était pas un placement de produit, c'est juste eux qui se sont amusés à imaginer des robots FedEx apparemment. Et quand il arrive chez sa grand-mère, on reparle des Converse. Converse All-Stars, vintage 2004. En fait, vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me rappelle le Truman Show, quand les acteurs font des placements de produits en toute discrétion en regardant la caméra. D'ailleurs, je vais ouvrir une parenthèse à ce sujet parce qu'en revoyant iRobot, j'ai pensé à Demolition Man. Parmi les 1000 choses bien plus réussies dans ce film, il y a les placements de produits. Dans Demolition Man, la marque de restaurant Taco Bell est largement mise en avant, mais ils ont intégré ce placement de produits pour créer ce monde futuriste avec une approche satirique. On découvre que dans le futur, Taco Bell a gagné la guerre commerciale des restaurants, donc il n'y a plus que des Taco Bell sur le marché ou Pizza Hut en VF. Voilà, ça c'est un placement de produit malin, un peu comme toutes les super blagues qu'on fait dans nos vidéos pour vous parler de l'abonnement à écran large, où on essaie de vous faire rire avant de vous expliquer qu'un média comme écran large ne pourra pas continuer à exister et à rester libre sans votre soutien. Pour quelques euros par mois, vous pouvez donc vous abonner pour rejoindre notre armée et également avoir accès à des articles exclusifs chaque semaine et des podcasts hors série toute l'année. Les détails, c'est dans la description de la vidéo, comme d'habitude. En plus, la comparaison entre iRobot et Demolition Man peut continuer. Entre le personnage de Will Smith qui est attaché aux vieux objets du passé, qui préfère conduire la voiture en manuel, qui respecte pas trop les codes dans cette société super carrée, et celui de Bridget Moynahan qui essaye de lancer la musique sans comprendre comment ça fonctionne, qui pense que le héros est une tête brûlée, qui est très attaché au règlement. On retrouve un peu des éléments de Stallone et Sandra Bullock dans ce duo, et évidemment, ces petits points de comparaison font très mal à iRobot, pourtant sorti une dizaine d'années après. Bref, Demolition Man, c'est super bien, et très drôle. Mais revenons à iRobot. Le réalisateur Alex Proyas a lui aussi confirmé dans une interview avec Money into Light en 2016 que l'arrivée de Will Smith a effectivement changé le projet. Il reconnaît qu'il avait un peu peur que ça change justement trop le film, mais qu'en même temps c'était trop tard. Une fois que Will Smith a dit oui, ce n'était plus possible de faire machine arrière et le projet lui appartenait. Lui n'était que le réalisateur, donc il avait le choix entre accepter ça ou se barrer. Cela dit, Alex Proyas n'a eu que du bien à dire de Will Smith. Il a carrément dit que c'est le studio qui voulait toujours plus d'humour et de gags alors que l'acteur n'y tenait pas vraiment apparemment. Et à écouter Alex Proyas, on dirait vraiment que Will Smith lui-même n'aimait pas la tournure prise par iRobot, ce qui est quand même con parce que le projet a été refaçonné pour lui. Donc il tournait des scènes avec des blagues mais en faisant en sorte de pouvoir les couper au montage pour avoir un film plus sérieux, ce qu'il préférait apparemment. Le coup fatal a été donné lors d'une projection test, ce moment fatidique où on montre le film à un public afin de récolter leurs avis avant d'éventuels changements. Alex Proyas raconte que les retours ont été très positifs, notamment pour l'humour, donc ils ont malheureusement dû garder toutes les blagues. Et je vous disais que le réalisateur n'avait jamais dit un mot de travers sur Will Smith, mais ça ne veut pas dire que c'est pareil pour tout le monde. Récemment, on a eu un autre point de vue sur l'histoire raconté par un autre acteur du film, Alan Tudyk. Alan,
Vous ne le connaissez peut-être pas et iRobot n'a pas vraiment aidé puisqu'il incarne Sonny, le robot accusé du meurtre. Dans le podcast de Jim Cummings, Alan Tudyk a raconté en 2025 que l'expérience iRobot n'avait pas vraiment été agréable parce que le studio avait décidé de le faire disparaître en quelque sorte. Et tout a commencé suite à la projection test dont je parlais plus tôt. Alex Proyas avait raconté que le retour du public était très positif, notamment par rapport à l'humour. Alan Tudyk ajoute un autre élément. Apparemment, le public préférait son personnage à celui de Will Smith. C'est ce qu'on lui a rapporté et suite à ça, il a été éjecté de la promo. Il explique que ça a été un sacré choc puisque d'un coup, on faisait en sorte de le faire disparaître. On ne parlait ni de lui, ni de sa performance, ni de la technologie qui lui a permis de donner vie à Sonny grâce à la motion capture, parce que c'est sa voix, ce sont ses mouvements, c'est donc lui qui a incarné le robot, mais durant la promo, ils ont décidé de mettre tout ça de côté. Alan Tudyk est crédité au générique, il est là dans le film, mais on parle de l'étape cruciale de la promo, les interviews, les tapis rouges et tous ces moments clés où on peut mettre en avant les talents. Et là, il y aurait eu des choses à dire en plus, puisqu'on avait tout de même un personnage de robot qui parle, ressent des choses et joue un rôle majeur dans l'histoire. Surtout que techniquement, le résultat est vraiment réussi, je trouve. D'ailleurs, pour ce que ça vaut, le film a été nommé à l'Oscar des meilleurs effets visuels à l'époque, même si c'est Spider-Man 2 qui l'a emporté. Alors, est-ce que c'est le studio qui a tout fait pour que Will Smith reste le seul héros du film? Est-ce que Will Smith lui-même est intervenu pour qu'on ne lui vole pas la vedette? Est-ce que c'est un peu des deux? Ça, on ne le sait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des tensions en coulisses. Alex Proyas a toujours répété que travailler avec Will Smith avait été un plaisir, mais il n'a pas mâché ses mots en parlant des producteurs. Il a ainsi raconté que l'expérience avait été franchement atroce, et autant le citer directement parce que ses mots étaient très clairs. Le film a été contrôlé dans les moindres détails et constamment modifié à tous les niveaux et à chaque étape, du début de la pré-production jusqu'au tournage et jusqu'à la post-production. Après quelques années à vivre ça, le terrain solide sur lequel je me tenais en tant que réalisateur est devenu instable et je suis devenu obsédé par le fait de garder un maximum de détails au point de ne pas voir que ce qui m'avait emballé au départ était en train de disparaître. Et il ajoutait une comparaison lourde de sens. Il disait que travailler sur iRobot, ça avait été comme courir un marathon avec le studio à côté de toi en train de te lancer des chaises sous les pieds pour que tout soit plus compliqué. C'est totalement inutile parce qu'à chaque instant, je ne faisais qu'essayer de réaliser le meilleur film possible, bordel de merde. Voilà en gros ce qu'il disait si j'essaye à peu près de traduire son agacement. Si vous aviez un doute, voilà donc la confirmation que le film lui a échappé dans la plus pure tradition des blockbusters hollywoodiens. D'ailleurs, c'est probablement ça le plus hallucinant dans ce film. Quand je parlais des 3 grandes promesses d'iRobot, je mentionnais le combo Alex Proyas, bon réalisateur capable de créer des images assez sensationnelles, et Will Smith, capable de faire grimper le budget pour avoir un film réellement spectaculaire. Sauf qu'à l'écran, c'est pas vraiment grandiose. En revoyant le film, je me suis même fait la réflexion que j'avais complètement oublié ce qui se passait dans la dernière partie de l'histoire au niveau de l'action. Et en fait, je sais pourquoi j'en avais aucun souvenir, c'est parce qu'il n'y a rien de mémorable, et c'est un sentiment assez global d'ailleurs. Visuellement, on est face au cliché de la métropole futuriste avec quelques plans larges où on voit de grands écrans, quelques maigres éléments pour étoffer l'univers. Le décor central de la grande tour est on ne peut plus basique, tout comme le commissariat, les rues, les appartements, tout ce qu'on voit. Donc après, il y a bien quelques moments amusants. Le hangar plein de robots où Sonny se cache, même si ça ne mène nulle part puisqu'il est très vite capturé. La maison détruite par le gros robot, même si c'est complètement con. Et bien sûr, l'affrontement dans le tunnel où la voiture de Will Smith est attaquée par des dizaines de robots. Ça arrive à un peu moins de la moitié du film et en fait, c'est un peu la grosse scène d'action du film qui dure 5 bonnes minutes. Et après ça, c'est ça le problème. On a Will Smith poursuivi par des robots dans une espèce de décharge, on a les robots qui attaquent la ville dans de petites scénettes. Moi je trouve que c'est franchement inintéressant, que c'est vraiment très fade. On ne ressent pas vraiment le côté apocalyptique, parce que c'est trop renfermé, c'est trop resserré, c'est trop rapide, c'est trop facile. Mais j'ai peut-être menti en disant que l'attaque de la voiture était le pic du film, parce qu'en fait il y a ce moment magique où Will Smith fait sa cascade au ralenti, et lâche quelques blagues avant d'être sauvé par la scientifique qui tire les yeux fermés. Et oui, il y a Shia LaBeouf dans ce film dans un rôle sans intérêt, mais disons que c'était pour lui un entraînement, puisqu'il sera le héros de Transformers, la saga ultime des robots 3 ans après. Pour revenir à cette scène ringarde d'iRobot, je crois qu'on peut difficilement faire plus cliché que ça, autant dans les dialogues que la mise en scène, et au fond ça illustre assez parfaitement en quoi iRobot est un film sans personnalité. C'est donc un énième exemple de grosse production hollywoodienne qui part en vrille, à tel point que tout le monde et personne semble coupable du résultat. Et en même temps, vous allez peut-être me dire, mais à quel moment t'y as cru? En 2004, j'étais jeune et insouciant, donc je voyais un gros film de SF par le réalisateur de Dark City, adapté d'un écrivain super connu avec un acteur respectable que tout le monde aimait, il me semble. Maintenant, je vois un blockbuster par le réalisateur de Prémonition et Gods of Egypt, avec l'acteur qui avait refusé de faire Matrix quelques années avant. iRobot est sorti en 2004, l'année de Spider-Man 2, Harry Potter 3, Les Indestructibles le jour d'après, 3 ou encore Van Helsing. Il a encaissé plus de 350 millions au box-office mondial, dont 144 sur le territoire nord-américain. C'était plus que Bad Boys 2 qui avait fait dans les 273 millions, mais c'était moins que Men in Black 2 qui a tapé dans les 445 millions, sachant qu'ils avaient coûté un peu plus cher. iRobot était en tout cas le 11e plus gros succès de 2004, donc a priori tout le monde était content. C'est pour ça que très vite l'équipe a planché sur une suite avec Will Smith, et comme vous le savez, elle n'a jamais vu le jour. Pourquoi ? Même ça, personne n'est capable de l'expliquer. Le scénariste Akiva
Goldsman a expliqué à Sci-Fi en 2024 que tout le monde semblait partant et qu'il voyait déjà une suite où Spooner et Sony font équipe pour mener des enquêtes. Le studio avait même engagé un nouveau scénariste pour écrire ça, Ronald D. Moore, qui à l'époque avait la cote puisqu'il était derrière la nouvelle version de Battlestar Galactica. Et oui, je suis très content d'avoir réussi à caser encore une fois cette série parce que j'espère que vous allez m'aider à convaincre l'équipe d'Écran Large de me laisser faire une vidéo dessus. Le développement d'une suite d'iRobot a ainsi été lancé en 2007 et puis après, plus rien. Akiva Goldsman explique qu'il s'est accroché à l'idée avec le producteur John Davis et qu'ils ont même essayé de vendre la suite sous forme d'une série sans Will Smith et centrée sur le robot Sony pour adapter les autres nouvelles d'Asimov. Là non plus, ça n'a rien donné et franchement, j'ai envie de dire que c'est pas plus mal. Parce que même si je pense que je reverrai encore iRobot dans ma vie, je sais au fond de moi que c'est franchement pas un bon film. Et si vous êtes en manque d'une vraie bonne histoire sur un robot, je ne peux que vous recommander de voir et revoir l'extraordinaire film AI Intelligence Artificielle, le grandiose film de Spielberg et Kubrick, parce que oui, c'est vraiment leur film à tous les deux. J'en parle dans cette vidéo si ça vous intéresse, et si vous êtes vraiment quelqu'un de bien, vous allez venir dans les commentaires pour dire que vous voulez une vidéo sur Battlestar Galactica, parce que là, en matière d'histoire sur des robots, c'est quand même le summum. En attendant, je vous dis merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et à bientôt. Stop.